Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un événement qui a fait couler beaucoup d'encre dans un pays qui à l'époque faisait couler beaucoup de sang, la Coupe du Monde 1978 en Argentine. Alors pour parler de cette Coupe du Monde, il faut parler du contexte géopolitique de l'époque, et en 1976, le pouvoir péroniste est renversé par Jorge Videla, donc une junte militaire arrive au pouvoir, et le pouvoir devient autoritaire. Le régime répressif tue des dizaines de milliers de militants. Il les fait disparaître, tout ça sous l'appellation d'opération Condor, et en lien avec d'autres pays qui sont limitrophes et qui sont en Amérique du Sud. On installe des camps et des salles de torture, et notamment une est installée à l'école mécanique de la marine, juste à côté de l'Estadio Monumental, là où va se dérouler à Buenos Aires la finale de la Coupe du Monde 1978. Au niveau de la FIFA, l'émergence de l'indépendance des pays africains et asiatiques après la Deuxième Guerre mondiale fait réfléchir et on a envie de plus de matchs. Pourquoi plus de matchs? Parce que plus d'argent. Donc on va rester à partir de 1974 sur 16 nations qui vont participer à la Coupe du Monde seulement, au lieu de faire une phase de poule puis des phases à élimination directe, on va passer à deux phases de poule. Ce qui fait qu'on aura 4 groupes de 4, puis 2 groupes de 4, puis une finale pour la 3e place et la finale de la Coupe du Monde. Ce qui fait qu'on arrive à un total de 38 matchs au lieu de 32, 6 matchs de plus. Ça rapporte un peu plus en termes de droits télé, droits médias, enfin toutes ces choses-là. Moins d'un an avant le début de la compétition, d'énormes grèves ont lieu en Argentine et elles sont durement réprimandées. Jimmy Carter arrive au pouvoir aux États-Unis, il envoie un émissaire qui partira en Argentine pour discuter avec le président Videla. Il ira lui-même et il condamnera ces actes, mais ça ne changera pas grand-chose sur le moment. Après, plus tard, ça va s'estomper et on va voir que enfin les disparitions de journalistes, d'opposants vont petit à petit cesser. Malheureusement, au moment de la Coupe du Monde et juste avant la Coupe du Monde, le régime militaire ne change pas, il enferme toujours ses opposants, il les exécute toujours, il les fait disparaître, et en Europe, on commence à avoir le boycott, un mouvement contre la Coupe du Monde en Argentine 1978 qui monte, et notamment en France. L'écrivain Marc Alter décide de lancer un mouvement en relation avec, en soutien avec les maires de la place de Mai. Si vous recherchez, c'est Las Madres de la Plaza de Mayo, d'accord? Et il va venir en soutien à Jacobo Timerman, qui est un journaliste enfermé en Argentine, et il alerte l'opinion publique, toute l'opinion publique, sur la situation dans ce pays. Alors il crée un mouvement qui s'appelle le COBA, il est suivi par Sartre, par Revel, par des intellectuels, des artistes, des gens qui sont engagés, mais très peu de personnes du monde sportif. 65% des Français, suite à un sondage, sont favorables à ce que l'équipe de France participe à la Coupe du Monde 1968 et seulement 20% ils sont défavorables. Alors on aura bien Dominique Rocheteau qui va s'exprimer sur le sujet, qui va dire qu'il est opposé à ce qui se passe en Argentine, mais le reste du football prône un apolitisme du sport. En fait, on part du principe, comme le dira Michel Hidalgo, qu'ils sont pas là, les joueurs, l'équipe de France ne va pas là-bas pour rencontrer un régime, pour rencontrer un pouvoir, elle va là-bas pour rencontrer un peuple, et c'est totalement différent parce que le peuple est opposé au pouvoir qui le régit. De plus, les politiques français ne sont pas vraiment enclins à aller dans le sens du boycott de la Coupe du Monde. La France a des relations privilégiées avec l'Argentine, la vente d'armes, le prêt d'argent bancaire, les prêts bancaires pour le gouvernement argentin, et ne peut donc pas se permettre d'aller à l'encontre de ce gouvernement. Maintenant, il y a une deuxième chose. 2 ans plus tard, en 1980, auront lieu les Jeux Olympiques de Russie. Les Jeux Olympiques qui seront boycottés d'ailleurs par les États-Unis à cause de la guerre froide. Et la France a de bonnes relations avec l'Empire russe. Et si on boycotte la Coupe du Monde en 78 en Argentine, il faut boycotter la Coupe du Monde en Russie, puisqu'en Russie aussi, il y a un régime autoritaire. Du coup, les Français ne boycotteront pas, et Michel Hidalgo ira quand même à la Coupe du Monde, malgré le braquage à main armée dont il sera victime juste avant son départ pour Buenos Aires. Un dernier mot économique avant de parler football. Tout ce qui se passe en Argentine n'empêche pas des entreprises comme Coca-Cola de devenir sponsor officiel et quasi exclusif de la Coupe du Monde, en tout cas principal de cette Coupe du Monde, en déboursant 8 millions de dollars. Voilà, comme quoi, quand il y a de l'argent, on ne se gêne pas. Alors côté football, il y a du bon monde. L'Allemagne de l'Ouest, land du titre, il y a l'Argentine bien sûr, pays organisateur, l'Italie et ses 2 étoiles, le Brésil et ses 3 étoiles, et les Pays-Bas, finalistes 4 ans auparavant, et nation du grand Johan Cruyff avec ses 3 ballons d'or. Alors le groupe 1 offre un classement plutôt logique. La Hongrie va finir dernière de ce groupe, la France va finir 3e en s'étant très bien battue, notamment un très bon match contre la Hongrie avec l'histoire des maillots et une très belle combativité contre l'Argentine.
L'Argentine finira deuxième derrière l'Italie, contre qui elle a perdu 1-0. L'Italie très tactique et une Argentine qui est galvanisée avec une belle équipe, notamment avec Kempes qui finira meilleur buteur de cette Coupe du Monde, galvanisée par le public à domicile. Dans le deuxième groupe, la Pologne crée la surprise en finissant devant la RFA, donc première du groupe, la RFA deuxième et la Tunisie troisième, et obtenant la première victoire africaine en Coupe du Monde en battant le Mexique qui finira quatrième et en faisant un très joli 0-0 face à l'Allemagne de l'Ouest. Dans la troisième poule, le Brésil laisse la place de leader à l'Autriche qui l'a pourtant battu et il y aura une polémique. Lors de Brésil-Suède, Zico marque un but et l'arbitre le refuse puisqu'il a apparemment été marqué hors du temps réglementaire, c'est-à-dire qu'il a été marqué 45e minute plus 8 secondes, donc il a été marqué 8 secondes après le temps réglementaire apparemment, une grosse polémique là-dessus. L'Espagne finira troisième du groupe à 1 point des deux premiers. Dans la dernière poule, encore une surprise, le Pérou finit premier et l'Écosse a bien failli éliminer les Pays-Bas. Les Pays-Bas qui se sont qualifiés qu'à la différence de but par rapport aux Écossais. Ça a été très très chaud, l'Iran finira quatrième de cette poule. Puis vient la deuxième phase de poule. Premier groupe, on a l'Italie qui va finir deuxième et se qualifier pour la petite finale, la RFA et l'Autriche qui sont éliminés, et les Pays-Bas qui se qualifient pour leur deuxième finale consécutive, finissant premier du groupe, une poule 100% européenne. Et c'est la deuxième poule qui va vraiment nous intéresser. Elle a 3 équipes sud-américaines plus la Pologne. Alors, le Pérou va perdre tous ses matchs, d'accord ? Ça c'est acquis. La Pologne va finir troisième. Le Brésil va battre donc le Pérou, va battre la Pologne. L'Argentine et le Brésil vont se neutraliser 0-0 et l'Argentine va battre la Pologne. Le problème arrivé au dernier match, c'est que pour se qualifier pour la finale, l'Argentine doit battre le Pérou par au moins 4 buts d'écart. Et c'est là qu'il va y avoir plus qu'une polémique, un tremblement de terre au niveau du football. Et encore aujourd'hui, c'est quelque chose d'incroyable ce qui s'est passé à ce moment-là. Les gouvernements argentins et péruviens sont liés par l'opération Condor. Et dans cette opération Condor, 13 opposants au régime péruvien sont débarqués à Buenos Aires. Le régime argentin propose, Videla propose au régime péruvien, gouvernement péruvien, au chef d'État péruvien, qu'en échange d'une victoire par plus de 4 buts d'écart de son pays contre le Pérou, en Coupe du Monde dans le groupe pour une qualification en finale, il ferait disparaître les 13 opposants politiques. Le Pérou est d'accord, les 13 prisonniers faits à Buenos Aires sont condamnés. Leur entourage proche va alerter, l'opinion publique va alerter les organisations internationales et en France, on va être à l'écoute de ça. Le gouvernement français va demander au gouvernement argentin de les relâcher. Ils vont refuser. Le gouvernement français va donc payer pour la libération de ces 13 opposants politiques au régime péruvien. Le Pérou va perdre le match 6-0. L'Argentine est qualifiée pour la finale. L'accord argentino-péruvien a donc fonctionné. Alors, les 13 opposants ne sont pas éliminés, mais en tout cas, l'Argentine va en finale de la Coupe du Monde. Et on a passé un accord incroyable entre deux pays. Tout ça pour mettre en avant une équipe de football. Pour la troisième place, le Brésil battra l'Italie 2-1. Et pour la finale, il va encore y avoir une polémique. La finale oppose donc l'Argentine et les Pays-Bas de Johan Cruyff. D'ailleurs, j'ai parlé de Johan Cruyff un peu plus tôt, mais il n'est pas présent à cette Coupe du Monde. En effet, fin 1977, il est victime, lui et sa famille, d'un braquage à main armée à sa maison de Barcelone. Il décide donc de mettre un terme à sa carrière internationale et à la fin de la saison 1978, il quitte le FC Barcelone et part rejoindre les États-Unis. Ce qui va poser problème dans ce match, premièrement, c'est le début. On retarde le début du match, on fait monter la pression. Les services de sécurité sont quasi absents pour protéger l'équipe des Pays-Bas et les Orangers se font agresser verbalement, se font menacer par un public qui les hue et ça dure jusqu'à leur mettre une pression telle que pendant le match, ça va être très très compliqué de la gérer. Pourtant, il y a un partout à la fin du temps réglementaire. Mais ils vont craquer et l'Argentine va gagner 3-1 après les prolongations. En guise de protestation, les joueurs des Pays-Bas refusent d'aller à la cérémonie de fermeture de cette Coupe du Monde. L'Argentine est championne du monde, mais de quelle manière ? Alors voilà, au niveau du football, au niveau de l'équipe en elle-même, il n'y a rien à dire. L'équipe d'Argentine était plutôt forte, armée pour aller loin dans cette Coupe du Monde, même s'il y avait d'autres favoris. Je pense que le Brésil est supérieur à l'Argentine à ce moment-là. Les Pays-Bas, et notamment s'il y avait Johan Cruyff, alors elle aurait été encore plus supérieure à l'Argentine. L'Italie, tactiquement, était mieux construite pour aller gagner cette finale, mais l'Argentine a fini par gagner et on a eu un Kempes et autres qui ont été très très bons. Maintenant, ce qui est incroyable, c'est de voir un pays, un gouvernement qui va mettre un accord avec un autre pays, un pays limitrophe, d'accord, suite donc à cette opération Condor où on éliminait les journalistes, où on faisait disparaître
des opposants politiques dans différents pays. Il y avait le Pérou, il y avait le Chili, il y avait l'Argentine, par exemple. Et donc là, on va trouver un accord en se disant, ok, nous Argentins, enfin nous gouvernement argentin, on se débarrasse de vos 13 opposants. Par contre, vous, Péruviens, gouvernement péruvien, vous nous laissez gagner par plus de 4 buts d'écart pour qu'on se qualifie en finale de la Coupe du Monde. Et là, s'ils n'avaient pas eu leurs proches, puisqu'il y a un témoignage, il y a des témoignages qu'on retrouve, hein, si vous voulez, sur Internet, dans des livres, d'opposants, des 13 opposants qui étaient opposés, enfin qui étaient prisonniers à ce moment-là, et s'il n'y avait pas eu leurs proches, qui n'avaient pas alerté les organisations mondiales, et s'il n'y avait pas eu la France qui est intervenue et qui a payé pour les libérer, eh ben ils étaient condamnés à mort. Et tout ça pour un match de foot, une Coupe du Monde. Alors certes, ça a son importance en termes d'image pour Bidela, parce que gagner une Coupe du Monde, c'est s'imposer au monde entier. Et on sait très bien que les militaires autoritaires qui prennent le pouvoir sur un régime dictatorial fort, eh bien, il y a ce besoin de montrer au monde entier que sur tous les plans, on est premier. On l'avait vu avec Hitler pour les Jeux Olympiques, on l'a vu avec d'autres. Et là, il y a ce besoin-là. Et on a un régime. Alors, est-ce qu'il fallait pas boycotter cette Coupe du Monde? Honnêtement, c'est toujours très difficile parce que on va demander aux sportifs de boycotter un événement, on va demander à des sportifs de boycotter des Jeux Olympiques pour lesquels ils sont préparés pendant 4 ans, de boycotter une Coupe du Monde pour laquelle ils sont préparés pendant 4 ans. Mais par contre, vous avez des hommes politiques, des femmes politiques, des gouvernements qui, eux, vu qu'ils ont des accords commerciaux avec ces pays-là, eux ne vont pas boycotter. Donc vous avez des gouvernements qui vont faire des échanges, qui vont faire du fric avec des pays qu'on estime qui ne respectent pas les droits des hommes dans le monde. Et on va demander par contre aux sportifs, eux, de boycotter. C'est quand même assez particulier. Et de ce point de vue, j'estime que c'est d'abord aux politiques de montrer l'exemple, et après on verra les sportifs, parce que les sportifs, ils sont pas là non plus pour aller se dire on boycotte. En 1980, c'est le gouvernement des États-Unis qui décide de boycotter. C'est pas juste les sportifs, c'est le gouvernement des États-Unis à cause de la guerre froide qui boycotte. Il y a une autre raison derrière, c'est pas non plus pour protester contre un régime autoritaire, c'est plus parce qu'ils sont en froid, hein, c'est le cas de le dire, avec les Russes. Mais c'est ça, et j'estime qu'on n'a pas à demander aux sportifs à faire le travail des politiques, à faire ce boulot-là. Si les politiques veulent qu'on boycotte une Coupe du Monde, des JO, qu'ils le fassent eux, qu'ils interviennent eux, qu'ils l'expriment eux, et là, ils se mettront en porte-à-faux avec l'autre gouvernement, mais au moins ils affirmeront une opinion. Voilà, en tout cas, cette Coupe du Monde est particulièrement honteuse. Aujourd'hui encore, on en parle. Il a fallu des années et des années pour apporter plus de preuves, pour démontrer que tout ça s'était bien passé et que, au-delà du fait que, par exemple, l'Allemagne-Autriche de 1982, c'était juste que pendant le match, les deux équipes se sont dit ça sert à rien qu'on aille plus loin. Non, là, c'est vraiment un accord entre deux chefs d'État et qui se sont dit, entre deux gouvernements qui se sont dit, on passe cet accord, on vous tue des gens et vous nous laissez gagner au football. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si jamais vous avez des précisions à apporter ou des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Je vous invite après à aller vous renseigner à droite à gauche. Il y a des choses qui seront plus complémentaires dans des livres sur Internet. Alors sur Internet, cherchez bien, prenez pas juste les premiers articles. Allez plus loin, vous avez des documents PDF à trouver. C'est compliqué de vous mettre tous les liens, mais vous en avez des documents PDF à trouver, sinon des livres sur Coupe du Monde Argentine 1978 et surtout le régime de Bidela dans les années 70, fin 70, à partir de 1976. Voilà. Si jamais elle vous a plu, le pouce bleu, le partage et le partage de la chaîne. Et puis n'hésitez pas à vous abonner pour qu'on soit de plus en plus nombreux et que mon foot à moi devienne notre foot à nous.